même si vous êtes un habitué de cette émission, pour notre plus grand plaisir. Merci en tout cas de venir ce soir en direct à l'occasion de la sortie de votre nouveau CD « Ma vie est un opéra ». C'est dirigé par Yvan Cassard et c'est... Alors votre vie est un opéra, ce sont les rôles importants, les rôles marquants? Non, ce sont les rôles qui illustrent des moments de ma carrière et de ma vie. Voilà, avec les moments heureux, malheureux, tragiques, les bons moments, les moments de doute, les moments, les rencontres, plein de choses. Votre vie est un opéra. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la passion, bien sûr, comme à l'opéra, oui. mais aussi des tragédies dans votre vie, des trahisons aussi? Des trahisons aussi. C'est pour ça que j'ai commencé avec Manon, parce que Manon mi tradisci, Manon tu m'as trahi. Pourquoi? Parce que je devais faire Manon à Turin, dans une mise en scène que j'avais concoctée avec Jean Reno. C'est moi qui l'avais convaincu de faire cette mise en scène à l'opéra. J'avais les costumes de Christian Guiasque, un ami avec qui on avait fait le film Tosca et puis Cyrano. J'avais Svetla Vassileva qui devait faire Manon. Enfin, on avait réuni tous les amis, Pido à la baguette. On avait travaillé, on était heureux. Et puis moi, je suis tombé malade sans savoir ce qui m'arrivait. Et vous avez eu un malaise? Oui, j'ai eu un malaise. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Et en fait, un an plus tard, donc on savait pas ce que j'avais, je faisais des examens, etc. On m'a trouvé une tumeur bénigne dans les cavités sinusiennes et qui était la cause de tout ça. Et donc il a fallu que j'abandonne la Manon Lescaut. Et c'est pour ça que je dis Manon, tu m'as trahi, parce que c'est le seul rôle que je n'ai pas pu emmener jusqu'au bout et j'espère le refaire bientôt. Mi tradisce il tuo folle pensiero, sempre la stessa, sempre la stessa, trepida divinamente nell'abbandono ardente. Indi d'un tratto vinta bacinata dai raggi della vita dorata. Io tuo schiavo e tua vittima dicendo Scandania fango nel fango sano. L'onda più vile, ma vicina a te. Nell'oscuro C'est pas forcément dans les décibels qu'on reconnaît un grand artiste, mais c'est aussi dans ces fins d'aria comme ça, pianissimo, l'émotion à fleur de peau. Roberto Alagna, c'était vous dans Manon Lescaut, donc le rôle de Desgrieux, qui est extrait de ce CD qui vient de sortir chez Universal, Ma vie est un opéra.
J'ai l'impression que vous rajeunissez d'année en année, mais c'est peut-être parce que vous êtes papa. Oui, c'est vrai que cette paternité m'a fait du bien. Je me sens plus serein, même plus sûr de moi, plus tranquille. Et d'ailleurs, ça m'a servi aussi pour ce disque parce que depuis des années, je cherche toujours une sorte de simplicité dans le chant. Et souvent, quand je réécoutais mes enregistrements, je disais, oh, dommage, là, j'ai fait un sanglot en trop. Là, c'était un effet trop poussé. Là, j'ai pas donné assez. Donc, je trouvais toujours que c'était trop compliqué ce que je faisais. Et moi, j'avais comme idole Georges Thiel qui chante d'une simplicité comme ça évidente. Et là, quelque part, j'ai trouvé cette simplicité un peu. Je trouve que je me rapproche maintenant de la simplicité. Il n'y a pas d'effet. Ça devient évident quelque part. C'est ce que je cherche depuis des années. Et je sais pas pourquoi. Peut-être aussi parce que c'est la première fois que j'enregistre un disque et où je ne m'écoute pas pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que d'habitude, j'enregistre et puis je vais en studio, en cabine, voir ce que j'ai fait. Donc ensuite, je peaufine. Là, non. J'avais Frédérico, mon frère, qui était en cabine, qui était engagé pour ça. Et lui me disait s'il y avait quelque chose à refaire, etc. Et donc, je lui faisais confiance. Et ensuite, je faisais aussi confiance à Yvan Cassard. Et Cassard faisait aussi confiance à Frédérico et à moi. Et donc, c'est quelque chose ensemble. Et le résultat, je me suis même pas occupé du montage. Alors que d'habitude, j'étais tout le temps un peu derrière. Et là, donc, je suis surpris. Je reçois l'enregistrement comme quelque chose auquel je n'ai pas participé. Et c'est curieux, donc j'ai une distance qui me permet d'apprécier davantage. Justement, peut-être que vous faites davantage confiance maintenant, vous avez davantage confiance en vous, et que derrière ce côté jovial, rouleur de mécanique, humour aussi, tel qu'on vous connaît, peut-être que c'était pour masquer aussi. Exactement, c'est-à-dire que vous le savez très bien, en réalité je suis un vrai timide. Donc et tous les enfants timides ou les gens timides ont des moyens de défense comme ça, alors qui peuvent se traduire comme vous l'avez dit, par l'humour, par le rouleur de mécanique, par je sais pas, l'exubérance, enfin tout ce qu'on veut. C'est vrai que j'ai ça et je l'ai remarqué aussi. Et c'est pour ça que pendant des années, j'ai peut-être même joué un rôle. J'ai joué un coup, j'étais le chanteur d'opéra, après j'ai fait le producteur, après j'ai fait le chanteur de crossover. À chaque fois, je joue un personnage qui n'est pas moi en réalité. Et c'est pour ça qu'on finit avec Paillasse, où je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin, on n'a pas la fin de l'opéra, de l'air. Cette fin, nous l'avons mise comme une introduction à l'air, et la fin de l'opéra à la place de cette fin. Donc, c'est-à-dire que l'air de Paillasse se termine avec la fin de l'opéra. Pourquoi ? Parce que là, on a la comédie finite. La comédie est finie. Je ne joue plus la comédie. Le dilemme est parti. Ce dilemme que j'ai depuis des années de me dire, est-ce que je suis un bon père ? Est-ce que je suis un bon ténor ? Est-ce que je suis un bon mari ? Est-ce que je suis un bel artiste ? Est-ce que je suis un bon fils ? Est-ce que je suis un bon être humain ou vraiment un artiste important ou qui a apporté quelque chose ? Vous voyez ce dilemme qu'ont tous les artistes ? Là, il est fini. Voilà. Je ne joue plus la comédie. La page se tourne, c'est pas un bilan de fin. La comédia. Voilà, et finit à la comédie. C'est pas un bilan de fin de carrière, non. C'est une page qui se tourne, un nouveau chapitre qui commence. En tout cas, il y a une chose très très spéciale dans cet enregistrement, c'est que alors les amateurs d'opéra reconnaissent les voix des ténors, vous-même, oui, bien sûr. Mais là, au bout de quelques mots, quelques notes, on vous reconnaît immédiatement. Je suis ravi parce que, vous savez, souvent, on avait du mal à me reconnaître à une certaine époque. Pourquoi ? Parce que je faisais pas des imitations, parce que j'ai jamais été un imitateur, mais c'est vrai que j'étais très influencé. Et toujours, je pensais que je n'étais pas assez intéressant, que ma voix n'était pas assez intéressante. Donc je prenais un peu une couleur par-ci, une couleur par-là, d'autres chanteurs, ou même une façon de dire les mots. Aujourd'hui, non. Tout ça, c'est parti et j'assume ce que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités. Et voilà, c'est la première fois que j'accepte ma voix. Comme j'ai accepté mon physique, comme j'ai accepté mon caractère, comme j'ai accepté tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Et là maintenant, finalement, je suis en paix avec moi-même sur le plan vocal. C'est un disque miroir. Oui, aussi. C'est un disque qui reflète beaucoup de choses, où il y a beaucoup de messages envoyés. Orphée, par exemple. Pourquoi Orphée ? Parce que cette première femme qui est partie si jeune. Et on a un moment envie de se dire, mais pourquoi c'est si injuste ? Il faut que j'aille la récupérer là où elle est partie. Il faut que j'y aille, mais on peut pas. Voilà. Donc tout est avec
un petit message à chaque fois subliminal comme ça que je livre aussi avec une certaine pudeur parce que je voudrais pas non plus faire l'étalage de sentiments ou de situations. C'est pas un disque commercial là. C'est au contraire même je crois qu'il est intime. C'est un disque intime et c'est un disque qui est authentique, qui est vrai quelque part. Est-ce que les personnages d'opéra, parfois quand ils traversaient ils traversent toujours des moments difficiles, puisque c'est le propre même de l'opéra. Je pense à Don Carlos, par exemple, ou d'autres. Est-ce qu'ils vous ont appris sur vous-même, c'est-à-dire leur courage, leur manière d'affronter le réel ou d'y échapper? Je n'ai même vécu qu'à travers eux. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que, en tant qu'être humain, j'étais transparent. Je n'existais pas vraiment. Et j'ai existé grâce à ces personnages. Grâce à la voix d'abord, parce que je me souviens que lorsque j'étais gamin, je ne pouvais pas prendre la parole ou en classe ou même aborder une copine ou une fille ou un truc. Je ne pouvais pas. Et quand je me mettais à chanter, j'existais dans le regard des autres. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Voilà, c'était le seul moment où je me sentais vivant, où je me sentais exister, où je me sentais bien. C'était quand je commençais à chanter. Et d'ailleurs, je chantais tout le temps, que ce soit même sans me rendre compte. Je chantais n'importe où, partout. Et c'est toujours comme ça un peu. Sauf qu'aujourd'hui, je peux m'éloigner un peu de ce chant qui a été une part très importante de ma vie. J'ai fui la réalité pour aller sur scène. Il y avait que là où je me sentais vraiment bien, parce que j'avais toujours un peu peur de cette réalité. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai trouvé un apaisement. Il y a aussi un aboutissement dans la technique grâce au crossover que j'ai fait. C'est incroyable ce que je vais vous dire, parce que j'ai tellement lu il va s'abîmer avec le crossover. Je crois que c'est le contraire. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai commencé à faire de l'opéra, peut-être parce que la voix, on travaille toujours d'une certaine façon, on muscle les cordes vocales, je ne pouvais pas faire de falsetto. Je pensais que je n'avais pas de falsetto, je pensais que j'avais une sorte de malformation. Le falsetto, pour vous savez, quand on part en voix de fausset, en voix de tête, voilà, je ne pouvais pas faire ça. Alors, je pensais que c'était un problème morphologique. Et puis, en travaillant Mariano, où j'étais obligé d'utiliser le falsetto parce que c'était la qualité première de Mariano, j'ai travaillé ce falsetto comme j'aurais pu travailler le style verdien ou quelque chose comme ça, et j'ai trouvé ce falsetto qui m'a ensuite servi. Mais pas dans la tension, justement, dans la joie. Voilà, oui, dans la joie. Donc... Et ça m'a servi pour l'opéra, où j'ai interprété d'une certaine façon. Quand j'ai chanté, par exemple, du Reggiani ou du Montand ou du Ferré, où la parole est tellement importante, le mot est tellement important. Aujourd'hui, je le retrouve dans ce disque avec l'opéra, où on entend même les ponctuations, ce qu'on n'entendait pas auparavant. Il y a des choses qui m'ont apporté la résistance, parce que quand on fait un show comme Little Italy qui dure 3 heures, où on parle avec le public, où on danse, on fait un show incroyable, tout ça m'a apporté. Donc en réalité, même ces chemins de traverse, puisque le crossover ça veut dire ça, mais en même temps c'est pas très beau comme pour parler de musique, et m'ont enrichi aussi bien sur le plan technique que sur l'interprétation. Financier. Non, financier non, parce que je le dis toujours, on gagne pas d'argent avec ça, mais c'est pas grave. Vous savez, il faut pas penser à ça. Bien sûr que l'argent c'est important parce que ça vous donne une certaine liberté, vous pouvez faire des choses, etc. Mais c'est pas le moteur principal, c'est pas ça. Le carburant, c'est ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait justement trouver l'apaisement, la paix avec vous-même, ce qui vous permet de voir la beauté autour de vous. Souvent, on voit pas parce si on est préoccupé par ces histoires d'argent ou autre chose, c'est pas ça. Donc moi, ce que je veux, c'est justement me libérer de tout ça pour pouvoir jouir de tout ce qui est autour de moi sans que ce soit des choses, futiles. Non, moi, par exemple, j'ai un monde intérieur. J'ai jamais envie d'avoir, des voitures ou des appartements ou des maisons ou de jouer au casino non. Moi, mon monde à moi me suffit. Un bon plat de pâtes, regard de votre fille. Sûr. Je vais vous dire un truc. Moi, ce qui m'a rendu heureux l'autre jour, c'était de voir ma fille manger pour la première fois des spaghettis. J'ai jamais été aussi content. Voilà, donc c'est ça qui est beau. Quoi. Roberto Alagna, nous allons nous séparer pour une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la séquence de vos petites madeleines musicales. Roberto Alagna, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie de ce magnifique album Ma vie est un opéra avec le London Orchestra dirigé par
Yvan Cassard, qui est un disque miroir où l'on découvre toutes les facettes de Roberto. Roberto Alagna, c'est le moment des petites madeleines musicales. Et il y a toujours des surprises avec vous. Toujours, je découvre des choses et les auditeurs de Radio Classique, même les plus pointus, vont découvrir des petites pépites. Voici la première. Dans l'esclavage sous les coups de nuit et jour. Oh Mayari, Mayari, ombre courbé va sans espoir, sans amour. Mayari, Mayari, comme le cygne qui plaintif chante et meurt. Oh Mayari. Joséphine Baker. Oui. Alors, magnifique. Et le titre, Mayari. voilà, Mayari. Mayari, pourquoi Joséphine Baker? Bon, cette Madeleine, parce que en fait, j'aime toujours les mariages artistiques. Et dans ce disque, Ma vie est un opéra, je suis obligé de penser à Rafael Ruiz, cubain, mon premier prof, qui a été le premier à me dire que j'étais un ténor. Voilà. Donc je rendais hommage en même temps à Cuba, à Rafael Ruiz, et ces mariages musicaux. C'est-à-dire que moi, qui venais du cabaret où je chantais le répertoire sud-américain, je me suis retrouvé, grâce à ça, embarqué dans le monde lyrique. Et là, donc, c'est le mélange que j'aime dans ce groupe, avec le groupe cubain d'Ernesto Lacuena. Et puis le chanteur qui chantait dans ce groupe était italien. Donc voilà, on a tout le mélange. On a cette femme noire américaine qui chantait en français, un succès en France, avec le groupe cubain de la musique presque afro. Et puis le chanteur italien. C'est tout ce mélange, voilà, qui fait que c'est ma première Madeleine, parce que je reprends ça, à tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'a emmené à l'opéra. Vous avez parlé de timidité tout à l'heure, Roberto Alagna. Vous venez de parler de mariage, même si c'est une métaphore. Comment vous faites pour séduire les filles? Oh là là, ça n'a pas été ma préoccupation principale. Mais comment ça se passe? Quand une fille vous plaît, vous êtes à l'aise? Vous êtes... Ah bah non, je suis pas à l'aise, mais je sais pas, je fais rien en réalité. Ça semble prétentieux, mais je sais pas, quand je suis amoureux, ça me donne des ailes. Voilà, je deviens drôle, je deviens spirituel. Oui, j'ai des qualités qui viennent comme ça. Je deviens poète, j'écris des poésies, je compose, je fais plein de trucs comme ça. Et puis ensuite, ça se calme. Ouais, moi c'est marrant, c'est tout le contraire. Je perds tous mes moyens. C'est vrai. Roberto Alagna, voici votre deuxième petite madeleine musicale. Speed Hortator. Battle speed! Si c'est un message subliminal. Oui, quelle galère, Bellamy. Non, je pensais Doubting, parce que vous aimez les films de gladiateurs, Roberto Alagna. Moi, j'aime tous les films, mais oui, là, on dit, tiens, on m'a dit, tiens, tu vas faire l'émission avec Bellamy. Encore, quelle galère. Voilà, donc j'ai mis la galère de Bénur. Mais qu'allait-on-il faire dans cette galère? Non, parce que quand j'étais enfant, j'ai été impressionné par cette scène.
Donc à l'époque, on avait un cinéma de quartier comme il y avait à l'époque. Charlton Heston, voilà. Il est une scène, il est dans la galère en train de ramer, et puis ce rythme là avec le triton, vous savez, l'intervalle du diable, qui est magnifique. Il y a la quinte et puis le triton derrière. Enfin, c'est magnifique. C'est un intervalle qu'on n'utilise pas beaucoup en musique, mais qui est très beau. On l'appelle d'ailleurs l'intervalle du diable. Et ce rythme, ce tempo, et qui augmentait. Charlton Heston, magnifique, d'une beauté incroyable, avec ce regard qui regardait le consul là, où tout le monde s'écroulait autour de lui, et lui, par cette force là, il continuait malgré la douleur, malgré les coups de fouet, etc. J'ai trouvé cette scène formidable, et c'est un peu ce que moi j'ai vécu en 30 ans. Voilà, on m'a tabassé, on a écrit de tout sur moi, des rumeurs qui se sont colportées, etc. Mais toujours avec cette force qui fait qu'on avance, même dans cette galère. Qu'est-ce qui fait le plus mal, Roberto Alagna? Est-ce que c'est un sifflet quand une note ne sort pas parfaitement bien un soir de méforme parce que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une machine? Ou est-ce que c'est une critique méchante? Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui fait le plus mal? Non, ce qui fait le plus mal, c'est envers soi-même, quand on ne croit plus en soi. Ça fait du mal. Quand on perd la ferveur, quand on perd l'enthousiasme, quand on perd l'amour de ce qu'on fait, c'est ça qui est dur. Et ça peut être provoqué par ce genre de situation. Voilà. Donc ça, c'est très dur. C'est très dur. Pourquoi j'ai eu peur de faire ce disque? Parce que tout ce que je lis ces derniers temps, c'est ici il est fini, il est en décadence, ça fait un moment que je lis ça. Moi ça fait 30 ans que j'entendais, et vous êtes toujours là. Mais voilà. Alors, donc, voilà. Mais quelque part, à un moment, je reste un artiste sensible où je me dis mais peut-être qu'ils ont raison. Vous savez, j'ai pas fait de disque d'opéra en solo, en studio, depuis 10 ans. Je me dis, est-ce que la photo va être encore bonne? Est-ce que je vais me reconnaître? Vous imaginez si vous n'aviez pas fait de photo depuis 10 ans et vous faisiez une photo aujourd'hui. Ah, non, mais on aurait un choc. C'est un peu la même chose. Donc voilà, et en même temps, je me dis, voilà, il faut être comme Ben Hur, il faut pas être influençable, et il faut continuer à ramer, parce que c'est dur, et parce que c'est ça qui est fort. C'est d'arriver au bout malgré tout ça. Roberto Alagna, il y a en tout cas quelque chose qui est troublant chez vous, il y a une sincérité totale. Oui, c'est mon défaut principal. Ah oui? Oui, je crois. Vous le considérez comme un défaut, vous? Oui, parce que c'est ça qui a permis justement ce genre de rumeurs. C'est que j'ai tout le temps été sincère. C'est-à-dire que vous ne vous protégez pas? Non, parce que je suis un artiste, et je suis pas quelqu'un qui fait des plans de carrière ou de communication ou d'image. J'ai pas ça dans moi. Je suis quelqu'un qui a des émotions à l'intérieur à partager. Voilà, c'est mon carburant, c'est ça qui me fait avancer. C'est pas le fait de construire quelque chose. Mais vous voyez, j'ai jamais eu de plan de carrière. Et même, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, si on me dit, est-ce que vous avez des regrets? Oui, j'ai des regrets. C'est que les rôles que j'ai abordés lourds, je les ai abordés trop tard. Il fallait le faire plus tôt. J'ai été trop prudent, alors qu'on me reproche le contraire. Comprenez? Mais pourtant, quand vous avez auditionné pour Luciano Pavarotti, oui, vous avez dit c'est pas pour vous. Vous avez pris des rôles trop lourds pour. Il a pas dit ça. Il a dit comme ça. Moi, j'étais arrivé d'abord au concours, la première partie, avec des airs très très lourds. J'avais André Chénier, Manon Lescaut, Paillasse, enfin tous ces airs-là que je travaillais avec mon prof. Mais pourquoi mon prof me faisait travailler ça? Parce que moi, je travaillais au cabaret, et au cabaret, toute la nuit, je chantais dans le médium, dans le centre de la voix. Donc c'est sûr que il a senti un médium solide. Il s'est dit normalement à cet âge-là, 17 ans, on peut pas avoir un médium comme ça. Donc il a dû se dire, voilà, c'est un ténor plein, c'est un ténor lyrique costaud, et il m'a fait travailler Samson et Othello et tout le reste. Donc moi, je suis arrivé avec ce répertoire parce que en réalité, je faisais confiance, et parce que j'étais à l'aise là-dedans, je chantais ça. Et en tout cas, Pavarotti à la finale, donc c'est lui. Au départ, c'est nous qui choisissions les airs. Et à la fin, du concours, donc en Europe, qui nous qualifiait pour la suite aux États-Unis l'année d'après, c'est lui qui choisissait le morceau à interpréter pour la finale. Et il m'a demandé quand même André Chénier à la fin. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a dit, tu as une voix fascinante. Ce répertoire, tu le chanteras plus tard. Maintenant, à Philadelphie, il faut que tu viennes avec des morceaux lyriques. Et c'est là que je suis arrivé avec Traviata, Bohème, Rigoletto. Et là, il m'a dit, voilà, c'est ça. Et je vais même vous dire autre chose. Quand je l'ai rencontré plus tard, où moi je chantais Paillasse,
avec sous la direction de Placido Domingo à Los Angeles. Lui faisait un concert à Hollywood Bowl et il m'a invité. Et quand je suis allé le retrouver dans sa loge, il était comme ça avec un gourou derrière, indien, qui le massait, enfin, je sais pas ce qu'il faisait, il lui envoyait de bonnes ondes. Il m'a dit, tu vois, tu y es arrivé à ce répertoire. L'air de dire, voilà, je te l'avais dit. C'est incroyable qu'il se souvienne de ce qu'il m'avait dit 25 ans plus tôt quand je n'étais personne. Voilà, Pavarotti, c'est ça. C'est pour ça que je l'admire et j'ai un respect énorme. Il se souvenait de tout, du moindre mot qu'il m'avait donné, du conseil, etc. Parce que je l'avais intéressé. Il était intéressé par ce que j'avais fait et il a suivi toute ma carrière jusqu'au bout, à distance, mais sans comment dire. Jamais il m'a dit voilà, t'as été le vainqueur de mon concours, tu me dois tant, j'ai fait ci pour toi. Non, jamais. C'était un respect, une admiration mutuelle et réciproque comme ça. On se parlait à demi-mot avec des regards. C'était assez sublime la relation que j'ai eue avec Luciano. Est-ce qu'on peut sentir, Roberto Alagna, quand on est en face d'un artiste, c'est-à-dire le potentiel Oui. Le grand artiste a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il a une grâce à l'intérieur. Cette grâce, on peut pas la travailler, on peut pas l'apprendre, on peut pas vous la donner. C'est un truc que vous possédez, c'est divin. Et ça, si on n'a pas cette grâce-là, on peut être un grand chanteur, mais on sera jamais un vrai artiste. Comment dire ? On sera jamais un vrai chanteur dans l'âme. C'est-à-dire que un chanteur, il doit être né chanteur. On peut pas le devenir. On peut être une sorte d'imitation qui fonctionne aussi, hein, parce que on peut construire. Aujourd'hui, souvent, on a des artistes, des chanteurs qui ont construit leur vocalité et leur sens artistique. Mais le chanteur né, celui-là, le Placido Domingo, le Pavarotti, le Di Stefano, cela, c'est pas travaillé, ça. C'est travaillé, bien sûr, pour peaufiner, pour essayer de rendre le diamant pur. Mais il y a un truc qui est naturel, quoi. Il y a une grâce naturelle. Roberto Alagna, voici maintenant votre troisième petite Madeleine musicale. Ma lo treno di Bastia è fatto per gli signori, piangiano i guerrieri, sospirano i pastori, per noi astrosteriagli sono affanni e crepatori. Non si vende più fragi, poco pane mica vino, passano le settimane senza vendere un bicchierino. Chi c'avemo più da fare, chi impiagliano miangerino. Alors, pour le tsar Nicolas II, c'était l'empereur des ténors, César Vezzani. Ah oui, j'adore. Oui, c'est étonnant. Il a une spontanéité, un soleil immédiat. Et puis il y a une voix avec un métal et une texture, un caractère. Et là, on voit qu'il chante un chant corse populaire. Alors que c'est un chanteur d'opéra qui a chanté tous les plus grands rôles. Et aussi pour rendre honneur à son pays, la Corse, et il chante aussi de la chanson populaire. Et moi j'ai voulu cette Madeleine parce que j'ai aussi chanté dans des cabarets corses pendant des années, à la madrague, au son des guitares. Et voilà, donc j'ai un grand respect pour aussi les Corses. Et lorsque je suis allé faire un concert en Corse, à Erbalunga, j'ai chanté ça. Voilà. Et vous vous souvenez de la première fois où vous avez chanté en Sicile ? En Sicile, je me souviens d'abord, avant tout, les mois quand on chantait en famille. Voilà. Et la première fois que j'ai chanté de l'opéra en Sicile, c'était à Messine, au Théâtre Marguerite. Et j'ai chanté la Traviata, là. Et c'est vrai que la sensation est étrange parce que c'est une sorte de retour aux sources, aux ancêtres, à la terre qui a construit ma famille, qui a vu naître ma famille. Donc c'est toujours touchant quand on revient à la base, quoi, de ce que l'on a été. Nous allons découvrir votre programme, Roberto Alagna. Vous avez choisi duo dans Attila, Samuel Ramé et Giorgio Zancanaro. Voilà, Zancanaro, que je ne connaissais pas.
Vous ne connaissez pas Giorgio? Je vous promets. C'est le plus beau baryton qu'on ait eu de toutes ces dernières années. Oui. Ah oui, c'est magnifique. Extraordinaire. Sul trono d'Occidente tutto sarà disperso quand'io munisca te tutto sarà disperso avrai tu l'universo, resti l'Italia, resti l'Italia. Resti l'Italia, resti l'Italia. Voilà, Giorgio Zancanaro et Samuel Ramé dans Attila de Verdi. C'est du jeune Verdi, c'est déjà génial. C'est magnifique parce que ça jaillit, il y a une mélodie qui naît, et puis une autre qui s'installe, et puis une autre encore, et à chaque fois on est surpris, et puis avec des voix comme ça, c'est extraordinaire. Sam Ramey, Giorgio Zancanaro, moi j'ai souvent chanté avec eux. Ce sont des artistes exceptionnels, des chanteurs avec des qualités de voix magiques. Ce sont des gens qui sont des bénis des dieux. Et là, en plus, il y a une petite image symbolique avec l'Italie, où Enzio dit à Attila, bon, toi tu auras l'univers entier, mais moi j'aurai l'Italie. Et c'est un peu aussi pareil encore avec moi, enfant d'Italien, né en France, il y a toujours ce rapport avec l'Italie aussi très fort, très très chaleureux et très affectif. Voilà. Et j'ai aussi une petite anecdote, c'est que à chaque fois que je chantais avec Zancanaro, je ne sais pas pourquoi, je chantais mieux à ses côtés. La voix était tellement souple, tellement pleine je dis en italien maintenant. Elle était avec des harmoniques contagieuses. Donc à ses côtés, il me faisait bien chanter. Et à chaque fois que je chantais avec lui, j'ai même chanté Payas avec lui, et ou Traviata, Lucci, on faisait le grand duo de Lucci ensemble, et c'était d'une beauté. Je me régalais à chanter à ses côtés parce que ma voix devenait plus facile à son contact. Et avec Sam Ramey, c'était la même chose. Il avait cette couleur qui aussi était contagieuse, avec un son, c'est viril, c'est en même temps c'est chaud, c'est souple. Il y a toujours quelque chose qui touche. Et voilà, donc je suis ravi de leur rendre hommage parce que ce sont deux grands chanteurs et deux grands amis. Et en tout cas, je l'ai vu puisque vous êtes en t-shirt. Oui. Les poils se sont dressés. Je suis très sensible du poil. Non, mais c'est vrai. Vous êtes. Oui, c'est vrai. Je peux pas contrôler ça. Ouais. Et non, parce que certains chanteurs pourraient surtout s'aimer eux et ne pas être amoureux de l'opéra. Moi, c'est le contraire. Moi, j'aime les autres. Moi, j'ai du mal à m'écouter. Voilà. Mais les autres, je suis un mélomane aussi. Donc, je suis pas simplement un chanteur. Je suis un vrai mélomane, un vrai passionné. Et je me régale. Moi, quand je suis au spectacle en tant que chanteur,
sur scène, je ne reste pas dans ma loge au moment de repos pour me reposer. Non, je suis en coulisses où j'écoute encore mes collègues parce que je me dis quelle chance j'ai. Combien de personnes voudraient être à ma place, écouter ça tous les soirs. Et moi, j'ai cette chance-là de pouvoir écouter mes collègues, l'orchestre, toute cette belle atmosphère. Donc, je suis là et je me repose de temps en temps pour aller boire un petit coup, machin. Mais je reviens derrière en coulisses, profiter de la joie que me donnent mes collègues. Qu'est-ce qui vous touche d'abord dans une voix, Roberto Alagna? Est-ce que c'est le timbre? Est-ce que c'est la voix, justement, la beauté de la voix? Ou est-ce que c'est le phrasé, l'imagination? Je crois que c'est à chaque fois que j'ai eu vraiment une grande émotion comme ça, incontrôlable, comme la chair de poule, etc. C'est tout le temps sur une façon de dire, de chanter quelque chose, un mot. Je me souviens, j'ai eu dans André Chénier avec Zancanaro, encore lui une fois. J'ai eu un frisson énorme lorsqu'il a dit le mot père dans Chénier. Mon père, il avait dit un mot là-dedans au premier acte, dans son première intervention, qui m'a hérissé le poil. Et une autre fois, j'ai eu encore une autre fois le même choc avec Luis Lima dans Carmen. Alors on pourrait dire à quel moment, vous savez, où quand il dit mais nous reverrons, à ce moment-là, où c'est dans le grave, qui n'a rien à voir avec une voix de ténor. Eh ben ça m'a donné la chair de poule. Parce que c'est des instants de vérité comme ça. Je sais pas, on peut pas expliquer ça. Je l'ai eu de temps en temps ou dans d'autres occasions, mais tout le temps pour un mot, une façon de dire quelque chose. Il y a des mots, je sais pas à quoi ça tient, qui me provoquent ce genre d'émotion. Mais ces mots-là dits par un autre, peut-être que ça pourrait pas d'émotion. Ben non, ça ne marche pas, puisqu'ensuite j'ai réécouté des tas de barytons chanter ce même passage parce que je voulais retrouver cette excitation de cette émotion. Et ben je la retrouvais pas par d'autres. Donc c'est bien un moment de vérité à un moment donné. Et dans l'instant, c'est-à-dire que moi j'ai réécouté après les enregistrements aussi de Zancanaro pour voir si c'était lui qui provoquait ça. Ça ne marchait plus. Donc c'est un instant, c'est comme dit Verdi, l'interprétation naît de l'instant. Et on peut pas l'expliquer, il y a un truc magique qui se passe. C'est pour ça que c'est ridicule. Des fois je dis à des chefs, arrêtez d'essayer de faire chaque soir la même chose, le même tempo, le même truc. Il faut se laisser aller, allez, on se fait plaisir, on va voir prenons des risques, voyons ce qui va arriver. Souvent en répétition, on fait des trucs, même dans l'orchestre, on prend des risques. C'est merveilleux, et puis ensuite on a tellement tous peur qu'on devient sage à la représentation, et il n'y a plus le même attrait, la même folie, la même invention aussi de l'instant. Il faut laisser prendre le risque et se laisser aller. C'est ça qui est dur. C'est de laisser aller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec souvent la nouvelle génération qui est très construite aussi bien dans les instrumentistes, les pianistes, etc. On sent celui qui a une sorte de liberté ou qui se laisse aller et se laisse guider par ses émotions, et celui où tout est construit, contrôlé. Dans les compositeurs, c'est la même chose. En ce moment, je travaille le Roi Artus, d'accord ? Parce que je dois chanter cet ouvrage et j'essaie de m'en imprégner. C'est un ouvrage qui est pas facile, mais on sent que c'est pas Verdi, où Verdi, les émotions naissent de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Il a perdu des enfants, on le sent dans Rigoletto, on le sent dans Simon Boccanegra, le rapport père-fille, on sent la fibre patriotique. Ici, on l'a entendu avec Resti l'Italia Me, on sent tout ça, toute cette veine. Là, avec Chausson, on voit que, super musicien, le type a construit son ouvrage. Ah là, il faut pas que je ressemble trop à Wagner. Là, oui, on va en mettre un petit peu. C'est trop intellectuel. Voilà, c'est intellectuel, c'est de la musique savante. On essaie, voilà, toutes les 3 notes, toutes les 2 notes, il y a une altération, mais tout le long. Donc, on voit qu'il cherche à surprendre, et il faut que ça soit pas comme tout le monde, il faut que ça soit, voilà, on sent tout ça. Et ce qui fait que c'est plus difficile à apprendre, c'est plus difficile à retenir, parce que d'un coup, on sent que c'est pas du naturel, c'est pas du vécu. Il a pris des Legos et il nous a construit un super truc. Il nous a construit la Tour Eiffel en Lego. C'est génial, c'est magnifique, c'est encore des fois même mieux que Wagner dans certains passages. Après, on voit bien qu'il a pris le duo de Tristan, de la fin de Tristan, et il a fait son opéra avec ça. C'est-à-dire que toutes les interventions entre Lancelot et Genièvre, c'est des morceaux de Tristan qu'il a monté d'une tierce, etc. Donc on voit que c'est construit. Et c'est ça qui fait la différence entre l'authentique et puis le savant. Voilà. Et donc l'émotion n'est pas la même. Roberto Alagna, dans Ma vie est un opéra, le CD qui vient de sortir, il y a 3 duos avec Alexandra Kuják, qui est la mère de votre enfant,
votre amour. Quand vous aimez, ce n'est pas à moitié, puisqu'il y a 3 duos avec elle dans ce disque et vous l'avez choisi dans du Chopin ce soir. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment une artiste complète, formidable, et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage parce que c'est vraiment une belle artiste. Ça doit être drôle d'écouter la personne que l'on aime. C'est-à-dire, elle vous surprend, vous la connaissez, oui, je vous la reconnaissez. Bien sûr. C'est-à-dire, vous reconnaissez qui elle est et en même temps, elle vous étonne. Elle m'étonne, bien sûr. Ici, en plus, avec Chopin, voilà, je trouve que c'est d'une pureté incroyable, d'une douceur, et puis c'est quelque chose qui me bouleverse quelque part, parce que c'est la femme que j'aime et qui chante de cette façon une musique sublime, Chopin. Et en même temps, je me dis, tiens, Chopin, il y a un petit clin d'œil. Chopin, son père était français, sa mère polonaise, comme Malène, ma fille. Voici maintenant, vous avez choisi aussi Georges Brassens qui chante une chanson de Charles Trenet. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable, de beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Là aussi, 2 génies face à face. Oui, j'aime quand les gens s'admirent, quand les artistes s'admirent et quand ils se rendent hommage. Et là, l'hommage de Brassens à Trenet est formidable. Et Brassens connaissait par cœur toutes les chansons de Trenet. Oui, vous savez que c'était un vrai chanteur, Brassens. Alors vous voyez, c'est pas seulement la voix, le chant. Lui chantait du matin au soir avec sa mère. Vous savez, il était d'origine italienne et il chantait tout le temps, toutes les chansons de tout le monde. Et Charles Trenet aussi, Charles Trenet, un grand chanteur, grand artiste. Il transpirait la chanson. Ouais. La chanson sortait de tous ses pores et il a composé je sais pas combien de tubes et de chansons magnifiques avec des textes incroyables. Eh bien, nous n'aurons pas le temps d'écouter Jussi Björling. Ah, quel dommage. Oui, mais ce sera pour la prochaine fois. Je le conseille à tout le monde. Ouais, c'est Morgan de Richard Strauss, qui est sublime. Par Jussi Björling, ce grand ténor suédois. Là, je connais. Ah, bravo. Eh bien, merci beaucoup, Roberto Alagna, d'être venu ce soir en direct dans Passion Classique à l'occasion de la sortie de ce, encore je le précise que c'est vraiment un disque très très personnel et à la fois universel qui peut toucher tout le monde. Ma vie est un opéra. C'est Yvan Cassar qui dirige le London Orchestra. Merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Roberto Alagna. Merci à vos 2 fans qui sont là, qui sont venus, qui sont toujours fidèles et vous leur êtes aussi toujours fidèles. Merci également à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet. Et je vous retrouve demain à 18h en compagnie du nouveau directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner. Tout de suite, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.